Oui, effectivement, c'est une question très pertinente hein, qui embrasse déjà tout ce qui vient d'être dit par les co-panélistes sur la question. Le lien il y a un lien direct hein, entre l'instabilité et l'exploitation des ressources naturelles, étant entendu que depuis l'irruption du bassin du Congo dans la géopolitique mondiale au 19e siècle, hein, il faut bien se souvenir que ce sont les rivalités européennes autour du bassin du Congo qui vont conduire à la convocation de la conférence de Berlin, qui va fixer et établir les règles du partage du continent africain. Et à cette conférence, le Congo va s'appeler État indépendant du Congo, qui devient la propriété du roi belge Léopold II. Et après, en 1908, qui va redevenir dans la propriété, une colonie de la Belgique, parce que les missionnaires avaient dénoncé les atrocités du roi dans l'exploitation du caoutchouc et consorts. Ça fait un scandale et on a décidé que la Belgique reprenne en tant qu'État le Congo comme étant sa colonie. Donc depuis cette période, le Congo est au centre des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Le Congo suscite beaucoup de convoitises hein, de la part des grandes puissances. Et le régime qui avait été établi à cette période, c'était le régime de la porte ouverte, la liberté de navigation dans le fleuve du Congo a fait venir beaucoup d'acteurs. Au-delà de la Belgique, les Américains sont venus. Les Français sont venus, les Néerlandais sont venus, ça s'est matérialisé par des grandes entreprises minières telles que l'Union minière du Haut-Katanga, telles que la Fort minière, telles que la société Unilever, telles que la Société Générale de Belgique, qui vont, n'est-ce pas, exploiter, qui vont constituer l'écosystème des entreprises qui exploitent les ressources naturelles. Et je vais revenir sur un élément pour illustrer l'Union minière du Haut-Katanga, le rôle que cette société joue dans la sécession du Katanga, pour voir le rapport qu'il y a entre l'instabilité et l'exploitation des ressources naturelles. En réalité, c'est l'Union minière du Haut-Katanga qui finance, qui arme, qui équipe, qui recrute même des mercenaires dans ces registres, n'est-ce pas, en faveur de la sécession. En réalité, Moïse Tshombe n'était qu'un homme de paille destiné à donner un visage africain à la sécession. Ce qui tirait les ficelles de la sécession, c'était effectivement l'Union minière du Haut-Katanga qui voulait détacher le Katanga du reste du Congo, n'est-ce pas, pour s'assurer une exploitation exclusive de ces ressources naturelles, étant entendu que le discours de Patrice Lumumba pour un État avec un pouvoir central fort faisait peur, n'est-ce pas, aux entreprises minières qui exploitaient les ressources naturelles. Donc voilà déjà un élément à partir de cette période. On voit le rôle occulte, le rôle pernicieux que l'Union minière du Haut-Katanga joue, n'est-ce pas, dans l'instabilité de ces pays. Et depuis cette période, n'est-ce pas, les entreprises qui exploitent les ressources naturelles font toujours des pressions à leur pays pour que le pouvoir politique au niveau du Congo soit contrôlé par leur pays d'origine afin de s'assurer une exploitation, n'est-ce pas, on pourrait dire aux prises au franc, n'est-ce pas, des ressources naturelles. Donc, il y a un lien direct entre l'exploitation des ressources naturelles, non seulement d'abord par les puissances, les grandes entreprises multinationales, mais aussi à travers, n'est-ce pas, le phénomène des groupes rebelles, et c'est le cas de revenir sur l'analyse qui vient d'être faite, parce que là aussi le Congo est victime, et le Congo n'est pas seul, on a vu ça en Sierra Leone, on a vu ça au Libéria, est victime, n'est-ce pas, de la nouvelle configuration des conflits en Afrique après la fin de la guerre froide, où on a vu, n'est-ce pas, les acteurs impliqués dans les conflits s'élargir, on a vu l'émergence des acteurs non étatiques, les groupes rebelles, les mafias, qui agissent, n'est-ce pas, dans l'insécurité en Afrique, mais comme la logique des blocs est terminée, c'est-à-dire qu'avant, ces acteurs-là bénéficiaient du soutien soit des États-Unis, soit de l'Union soviétique. Et comme la guerre froide est terminée, ils sont sévrés, n'est-ce pas, de cette assistance-là. Ils doivent développer des logiques propres, n'est-ce pas, dans le but de leur fonctionnement et de leur mobilisation. C'est comme ça qu'il y a une économie de guerre qui se met en place dans beaucoup de pays africains où on voit des groupes, des rébellions, n'est-ce pas, se verser dans l'exploitation des ressources naturelles, non seulement pour faire face au gouvernement établi, mais également parfois pour se faire la guerre aussi entre eux. On a vu le cas au Congo, à côté, de l'autre côté du Congo, en 97, entre les Simba et les Cobras et les Ninjas, avec au cœur une grande entreprise qui exploite le pétrole, la Elf.
qui est devenu Total. C'était d'abord et il y a eu tout un procès. Oui, il y a eu tout un procès en France qui a démontré, n'est-ce pas, l'implication de cette société-là dans le financement des deux camps en présence. Donc, il y a une nouvelle perception, il y a une nouvelle forme de conflit en Afrique qui se développe depuis la fin de la guerre froide, qui fait que dans un contexte où l'État central ne se déploie pas de façon efficace, dans un contexte où l'État central n'a pas toujours les moyens d'exercer sa souveraineté, de contrôler effectivement son territoire, n'est-ce pas? Et dans un territoire aussi vaste que la RDC, on a là un boulevard qui est pavé, n'est-ce pas, pour l'émergence et le développement des groupes rebelles qui alimentent l'insécurité. Et le cas du Kivu, n'est-ce pas, est extrêmement emblématique. Je voudrais finir, je m'en voudrais de ne pas le dire, en évoquant aussi un autre aspect qui concerne les pays voisins. Je crois que de 2001 à 2013, l'ONU a diligenté des enquêtes pour comprendre le rôle des pays voisins dans le commerce illicite des ressources naturelles au Congo à travers le groupe d'experts des Nations Unies pour le Congo. Il y a eu des rapports qui ont été rendus qui incriminaient un certain nombre de pays. On a même parlé du Rwanda, par exemple, qui, à travers un certain nombre d'acteurs, de groupes politico-militaires, investissait la région de l'Est du Congo, n'est-ce pas, pour alimenter l'insécurité, pour pouvoir également profiter, n'est-ce pas, des ressources naturelles de cette région. Justement, je me retourne vers toi, Caleb. Autrement dit, si on en croit René Bidias, le problème donc de la RDC, ce serait ses ressources naturelles. Permettez-moi de dire que je n'aime pas trop cette rhétorique qui voudrait que les matières premières deviennent une malédiction. Les syndromes théorie de la malédiction autres. Puisque on est parti encore pour au moins 1000 ans pour que la RDC reste, comme le prof Pondi l'a dit, l'un des pays les plus riches du monde, sinon le pays le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'il adviendra à ce grand pays? Ce pays restera dans l'instabilité, sa population continuera-t-elle à souffrir? Je ne pense pas. Il n'existe pas de malédiction des matières premières. Il y a un autre problème qui s'y déroule. Au départ, je plantais les décors en disant que la RDC n'assume pas son destin. Et mon frère Bidias a répété un mot plusieurs fois qui m'a interpellé. Il a parlé d'enjeux. Il y a des enjeux. Au fait, pour moi, il n'y a pas d'enjeu en RDC, mais la RDC est un enjeu. Ah oui. Vous voyez un peu. Et maintenant, il faut... il y a la journaliste belge, la Colette Brackman, du journal Le Soir, qui est spécialiste du Congo. Elle a écrit tout un ouvrage là-dessus, l'enjeu congolais. L'enjeu congolais. Comme Bidias vient encore de les renchérir, on doit dépasser ce stade pour devenir des acteurs, des vrais interlocuteurs. Maintenant, pour revenir à la question que vous aviez soulevée tout à l'heure sur l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, je parle plus de l'est parce que c'est ce que certains ont voulu appeler le Congo utile. Tout le Congo est utile en fait. Mais ça, ce sont des expressions qui ont conduit par exemple au génocide dernièrement. Quand vous êtes en face des Congolais, un Katangais vous dit « moi, je n'ai pas besoin de la RDC. À moi tout seul, je fais ceci. À moi tout seul, je fais cela. » Vous voyez un peu, ce sont des logiques ou des expressions qui peuvent conduire à l'implosion de ces grands pays. J'aimerais opposer deux phrases que j'ai eu à suivre. L'une de la bouche du président Sarkozy qui disait « le Congo est trop grand pour être dirigé par une seule personne ». Ah, cette phrase du président Sarkozy, Lumumba avait déjà répondu plusieurs années plus tôt, peut-être même avant qu'il ne naisse, en disant « le Congo est certes grand et il faut des grands hommes pour assurer son destin, pour assumer son destin ». C'est donc là, pour moi, le vrai problème de la RDC. Il faut des gens qui parviennent à penser la RDC, comme l'Occident pense le monde. On n'est pas capable de penser la RDC. On est capable de penser nos ventres. On est capable d'instaurer on est capable d'instaurer un système qui ne peut profiter qu'à un petit clan de personnes. Lorsqu'on dépassera cette logique des parasitismes familial, comme pour emprunter l'expression de Georges Kourad, c'est là qu'on atteindra la grandeur de la RDC. Idriss, tu souhaitais peut-être ajouter? Non, mais je veux dire qu'au final, on peut dire ce qu'on veut. En 2017, la RDC est le pays de la zone Central Africa, selon les acteurs du capital investissement,
qui a reçu le plus d'investissements directs étrangers sur de nouveaux projets à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Donc, c'est un paradoxe lorsqu'on sait que dans ce pays, on annonce tous les jours dans les headlines des journaux qu'il y a eu tel nombre de morts au Congo, qu'ils ont un président moribond, qu'ils ont une population totalement analphabète, mais vous allez injecter 1,3 milliard de dollars là-bas. Ça veut dire qu'en réalité, et c'est là où je rejoins Caleb, c'est que nous n'avons pas compris, nous, qu'il y a quelque chose qui se passe sous notre nez. C'est un peu comme si vous êtes marié avec votre femme et vous l'accusez de stérilité et d'autres personnes viennent lui faire des bébés. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est exactement ça, la situation dans laquelle l'Afrique est. Et je dois dire que si une situation n'est pas bonne, vous vous levez et vous partez. Mais on voit plutôt les multinationales, évidemment, toujours être à revendiquer. Vous voyez qu'en Platinum, Anglo-American, qui est un des leaders de l'exploitation du fer, du cuivre dans le monde, des métaux dans le monde, vous voyez comment ils sont prêts à négocier avec des arbitrages internationaux parce qu'on a adopté un code minier révolutionnaire qui tient compte des intérêts des populations. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Quand vous voyez Glencore se plaindre alors qu'ils ont promis de construire des barrages hydroélectriques qui ne sont même pas encore fonctionnels. Et le Congo paye déjà le poids de la charge fiscale de ce projet de barrage. Vous vous demandez vers où on va en fait. Justement, Idriss, je vous propose de marquer une légère pause, le temps de revenir justement pour parler de la gestion même des ressources humaines en République démocratique du Congo, mais aussi les espoirs que pourrait porter le nouveau code minier dans le pays. De retour donc sur ce plateau de l'intelligence du monde, nous entamons la deuxième et dernière partie. Je retourne vers toi, Caleb. Tu évoquais, avant peut-être de revenir sur les aspects du nouveau code minier, de la sécurité qui serait peut-être favorisée par un commerce que tu dis triangulaire. Oui, oui. Justement, il y a une sorte de commerce triangulaire qui se passe en République démocratique du Congo. L'un des 3 points, les 3 points sont la RDC, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Il y a des choses incroyables qui se passent depuis un certain temps. En tout cas, depuis la guerre de l'Est en République démocratique du Congo, je parle d'octobre 1996. En 2000, j'ai été surpris à entendre à la télé que le Rwanda a été le premier producteur du diamant industriel. Jamais dans la géographie, dans la cartographie africaine, on a eu un soupçon de diamants au Rwanda. Et actuellement, pendant que nous sommes en train de discuter, le Rwanda est le plus grand exportateur du coltan. Ah. Et pourtant, il n'y en a pas. Je suis parfois, je n'en veux pas à la politique du Rwanda. Chaque pays est un acteur rationnel qui voudrait d'abord garantir, je ne sais pas, son intérêt. Oui. Et si l'espace vital du Rwanda se révèle être la RDC, bon, tant pis pour nous si on n'arrive pas à assumer ce destin face à nos voisins. Il y a le Rwanda justement par lequel tout passe. C'est vrai qu'en Zambie aussi, tous les jours, je me souviens d'un documentaire que j'ai suivi, il y a 20 millions de dollars qui sortent de la RDC en cuivre et en cobalt. Tous les jours. S'il vous plaît, tous les jours. J'aimerais bien voir ce que cette cartographie va nous produire, mais on ne nous dira jamais la vérité parce qu'il y a des choses un peu plus graves qui se passent. Il y a le Rwanda et il y a l'Afrique du Sud qui a installé plusieurs comptoirs au Rwanda. Les matières premières sortent de la RDC. Je vais vous surprendre. Il y a des sites miniers en RDC qui sont surveillés par l'armée rwandaise. Et dans l'armée rwandaise, ou je crois, c'est même dans le ministère des Affaires étrangères rwandaises, il y a un bureau qu'on appelle Bureau Congo, s'il vous plaît. Un bureau qui est là uniquement pour superviser les transactions des matières premières congolaises. Et vous comprenez directement qu'il s'agit de rien de légal dans tout ça. Donc voilà un peu ce qui se passe et ce sont justement ces genres d'organisations qui nourrissent des rébellions comme les ADF, les FDLR et les FNL et plein d'autres situations que nous voyons un peu troubles. C'est dans cette atmosphère justement des bruits de bottes et des crépitements d'armes que nourrit ce système de prédation instauré qui vient d'un peu plus loin que l'on imagine.
Justement, je me retourne vers toi, Idriss. Jusqu'ici, avant d'évoquer les réformes et peut-être les changements qu'apporteront le nouveau code minier, est-ce que jusqu'ici, on peut dire que les ressources naturelles du Congo profitent aux Congolais? Non, il est clair que non. Quand vous regardez les indices de développement humain, le Congo est l'un des pays où la situation de vie des ménages et des individus est... et puis quand on montre les images du Congo à la télé, c'est majoritairement des images de réfugiés. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est un pays vraiment riche, mais c'est aussi le pays où il y a beaucoup de personnes qui sont réfugiées, qui fuient certainement le Katanga pour aller vers la province orientale. Voilà, parce que le Congo, le pays est quand même vaste. Non, les ressources ne profitent pas au pays, le pays ne s'est pas développé. Kinshasa demeure aujourd'hui une très vieille ville, même si elle était très bien construite, ça demeure une très vieille ville. Et vous avez des disparités incroyables. Vous avez, par exemple, moi j'ai des amis qui étaient allés dans le Kivu, le sud Kivu, et qui disaient que là-bas, vous avez des endroits qui sont des no man's land en termes de performance technologique. C'est-à-dire vous avez là-bas la connectivité Internet que vous ne trouverez pas dans une grande ville occidentale. Et pourtant, tout autour, c'est la grande forêt, c'est des populations extrêmement pauvres, c'est des gens qui se tirent dessus pour un morceau d'antilope, et c'est des drames humains en réalité. Donc je crois qu'au final, et peut-être lui n'est pas d'accord avec ça, je crois qu'il aurait mieux peut-être valu pour le Congo que le Congo ne soit pas riche. Peut-être que ça lui aurait évité... parce que c'est vrai, quoi. Les Congolais, ils n'ont pas demandé à avoir... Ils ne savent même pas ce que c'est. Je veux dire, c'est aujourd'hui qu'on leur dit que le cuivre, le coltan et tout ça sont des choses importantes. Mais techniquement, les peuples qui vivaient dans cette zone-là, historiquement, les Pygmées, ils ne savaient même pas ce que c'était. Je veux dire, ils auraient pu tout au moins contempler ça comme ça. Ils n'auraient jamais imaginé qu'avec du coltan, on peut faire mieux que le tam-tam. On peut faire un portable qui tam-tamise encore un peu plus. Donc je crois que le Congo n'a profité en rien, ni directement, ni par impact interposé de son énorme richesse. Et je crois que c'est une question qui appelle tous les dirigeants africains. Nous ne pouvons pas juste regarder à la télé et nous rencontrer à des sommets parfois en se passant délégation contre délégation. On doit pouvoir se réunir en Afrique, réunir les dirigeants congolais et leur dire comment est-ce qu'on vous aide pour que cette situation-ci puisse sortir de là. René Bidias, quels sont les espoirs qu'on peut porter sur le nouveau code minier qui entre en vigueur au Congo? Bon, les espoirs qu'on peut porter sur le nouveau code minier... Peut-être avant ça, les principales réformes qu'apportera ce nouveau code. Bon, je crois que d'après les informations qu'on a pu avoir, le nouveau code minier a ceci de particulier qu'il s'inscrit un peu en faux, n'est-ce pas, avec les dispositions de l'ancien code de 2002 qui avait été élaboré juste après la sortie de la guerre et peut-être dans la précipitation, mais le nouveau code minier qui est en cours d'élaboration vise, n'est-ce pas, à renégocier les contrats qui avaient été signés, n'est-ce pas, par les entreprises minières qui opèrent au Congo. Ça vise à supprimer un certain nombre de contrats qui ne sont pas suffisamment avantageux, n'est-ce pas, pour la République démocratique du Congo, notamment la GECAMINE, la Générale des Carriers et des Mines, qui est la principale structure, on dirait para-étatique, qui s'occupe, n'est-ce pas, du secteur minier. Il s'agit de revoir des conventions, des concessions avec un certain nombre d'acteurs. Il s'agit d'augmenter le taux d'actionnariat de cette entreprise dans les contrats qui seront signés. Il s'agit également de revoir les prix, n'est-ce pas, au regard du boom qu'on observe au niveau du marché international concernant les prix de certaines matières premières, de certains de ces minéraux-là. Je pense par exemple au coltan. Et c'est là qu'il y a eu effectivement un grand débat, une discorde entre le gouvernement congolais et certaines entreprises minières, notamment Glencore, qu'on a déjà évoqué ici, et puis Randgold, qui se sont plaints
parce que le gouvernement souhaite établir un code qui tienne compte du boom des matières premières, du boom actuel de ces produits-là, alors que ces sociétés souhaitent un code relatif, un code, parce que dans leur esprit, comme les matières premières, les prix sont volatiles, ça peut baisser demain, et ils ne souhaitent donc pas un code qui fixe des prix de façon définitive. Or, le gouvernement congolais, n'est-ce pas, qui est également encouragé par l'entrée, l'intérêt de la Chine, des investisseurs chinois, des sociétés minières chinoises, d'extraction minière chinoise dans le sous-sol congolais, veut donc renégocier ces contrats-là. On peut donc espérer que si jamais la logique était maintenue, on peut espérer qu'il y ait tout au moins un début, n'est-ce pas, de redistribution des cartes, que les ressources naturelles, n'est-ce pas, que l'exploitation de ces ressources puisse, pour une fois, commencer à bénéficier effectivement aux populations, même si dans le même temps, il y a aussi des rapports, il y a un rapport de Global Witness qui évoquait déjà les manigances, les niches de corruption qui existent dans l'octroi des contrats, dans l'octroi des licences, des licences d'exploitation qui également impliquent, n'est-ce pas, certains proches même de la famille présidentielle. Donc, de manière générale, on peut espérer que les ressources naturelles qui jusqu'ici n'ont pas véritablement bénéficié aux populations, je crois que M. Idriss vient d'élaborer là-dessus, qu'avec ce nouveau code-là qui s'avère ambitieux, si le gouvernement va, n'est-ce pas, va au bout de sa logique, parce que je ne suis pas certain que ce qui est en train de se passer actuellement au Congo n'a pas quelque chose à voir avec ce nouveau code minier qui dérange, qui dérange. Et il faut espérer que les nouvelles autorités, après l'élection présidentielle, si jamais elle a lieu, si jamais elle a lieu autant pour moi, puissent maintenir le cap, n'est-ce pas, de manière à discipliner, si on peut le dire, les entreprises minières qui ont fait du Congo, effectivement, une sorte de propriété, parce que et au regard des anciens pouvoirs, n'est-ce pas, qui ne leur imposaient pas toujours un certain nombre de conditions, ou alors qui s'assuraient de contrôler, n'est-ce pas, les pouvoirs qui, au Congo, vous savez que le père de l'autre, lui, même lorsque il a été rapporté que même lorsque il venait prendre le pouvoir, il y avait déjà eu des contrats qui avaient été signés avec les Américains et consorts, et que c'est parce qu'une fois installé, il n'a pas honoré aussi ces contrats-là. C'est en partie ce qui a justifié un certain nombre de choses qui s'est passé jusqu'à l'avènement de son fils. Donc il faut vraiment espérer que les autorités politiques qui vont prendre le pouvoir après l'élection présidentielle puissent contribuer avec la logique. Et il faut aussi espérer que les politiques publiques qui seront mises en place puissent être des politiques publiques de justice sociale qui permettent, n'est-ce pas, de réinvestir effectivement dans le social pour que les populations puissent véritablement en bénéficier. Justement, Caleb, René évoque un code ambitieux. En quoi est-ce que réellement il est? Ce code est ambitieux dans la mesure où il veut redonner la souveraineté de la RDC sur son sous-sol. En première partie de l'émission, on a justement parlé de ces destins non assumés par la RDC. Ce sont plus les puissances occidentales qui en profitent. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo n'arrivera plus dans quelques années si on maintient le cap, comme René venait de le dire tout à l'heure. En 1996, par exemple, quand la rébellion avec M. Laurent Désiré Kabila commence, il y a beaucoup de contrats léonins qui ont été signés, léonins et souterrains qui ont été signés. Entre autres, la dévotion d'une bonne partie du territoire congolais au Rwanda. Ça, ce sont des choses qui ne se disent pas. Et aussi la concession de beaucoup d'espaces miniers. Par exemple, avec Amphi, qui est une société anglo-saxonne, il y en avait beaucoup, surtout quand le président Kabila arrive au pouvoir. Sauf que le président Kabila, il faut le dire, on peut dire beaucoup de choses de lui, mais c'était un vrai patriote. C'était un vrai patriote. Une fois au pouvoir, il a justement voulu renverser la vapeur.
pour mettre fin à cette exploitation draconienne. Vous vous rendez compte, à l'époque, il y a un concessionnaire minier qui vient, qui paye, je ne sais pas, sa concession à 20 000 dollars, à peu près 20 000 dollars, c'est à peine 12 millions de francs CFA, et qui vous gagne des milliards quelques années plus tard, peut-être pas quelques années plus tard, dans la même année qui vous gagne des milliards. un de mes amis il me disait dernièrement, mais si un Chinois va demander 20 millions de dollars pour exploiter la RDC, une banque chinoise va lui en donner 50 millions, parce qu'on sait qu'avant la fin de l'année, il aura remboursé son prêt. Il y avait donc ce genre de contrat où on vient acheter des concessions minières à presque rien, et justement c'est dû à un système pourri, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors ce sont justement ces genres de contrats que le président Joseph Kabila, qui est parfois mal étiqueté, mais qui quelque part garde un peu, ou je dirais même beaucoup de passion pour la RDC, comme il a dit dans son dernier discours. Il a voulu, à partir de 2016, revoir tous ces contrats. Voilà la première chose qui va révolutionner ce qui se passe actuellement en RDC. Il y a eu une réunion qu'il a dû convoquer, où, entre guillemets, il a même snobé ces grands concessionnaires miniers, parmi lesquels Molib Denum, l'entreprise chinoise qui a acheté les parts des airports MC Morgan américains à 2 milliards de dollars. L'un des plus grands géants qui veut aujourd'hui contrôler le cobalt du monde. On ne peut pas contrôler le cobalt du monde sans contrôler la RDC. Vous voyez, quand il va acheter les parts d'une entreprise concurrente, il paye 2 milliards de dollars, 2 milliards et demi de dollars, ce qui représente beaucoup d'argent. Mais en termes de concessions minières ou de rétrocession de tout ce qui concerne son exploitation à la RDC, par exemple, construire les routes, veiller à ne pas détruire l'environnement et autres, rien n'est fait. Et le Congo perd. J'irai même plus loin jusqu'à vous dire qu'il y a des gens qui sont carrément exécutés quand ils veulent lever la tête. Il y a le colonel Mamadou Ndala, de triste mémoire aujourd'hui, qui voulait remettre de l'ordre dans l'Est de la RDC. Mais ce sont justement ces multinationales qui ont mis fin à sa vie et qui a justement brisé l'élan. Donc la première et la plus grande chose que l'on peut retenir de ces codes miniers, c'est cette réappropriation de la souveraineté congolaise sur ces matières premières dans la révision de tous ces contrats de concession. Idriss? Non, je pense que le cas du Congo n'est pas isolé. Il y a un grand, vaste mouvement de réforme des codes miniers dans beaucoup de pays africains. Je pense que ce soit au Burkina, on va en rire, mais ces réformes ont été soutenues largement par la Banque mondiale, qui pouvait payer les perdiens des experts qui se réunissaient pour faire et je me rends compte que chaque fois qu'il y a eu des avancées en termes de changement de code minier, les multinationales ne sont plus très contentes. Or, aujourd'hui, il est établi, je veux dire, si les Africains étaient un tout petit peu curieux et qu'ils allaient, par exemple, sur le site de la Security and Exchange Commission, qui est le régulateur des marchés financiers aux États-Unis, vous vous rendrez compte le nombre d'affaires de corruption qui engagent et impliquent des grands groupes multinationaux en Afrique. Si vous allez, par exemple, lire l'affaire Oxif, et qu'on vous dit comment Oxif procédait pour avoir des contrats miniers, des permis miniers en Afrique, c'était tout un réseau de corruption. Et il y a eu en Chine, je crois qu'il doit s'appeler Jack Ma, celui qui achetait tous les contrats pour toutes les grosses entreprises chinoises en Afrique, en arrosant les gouvernants partout. Les Chinois ont réglé ce problème comme ils savent le faire. Ils ont lavé le linge sale en famille. Non, je pense que ce code doit aujourd'hui aller jusqu'au bout de sa logique. Il doit s'appliquer. Si les multinationales estiment que ce n'est plus à leurs avantages, qu'elles plient bagage et qu'elles rentrent chez elles. De toutes les façons, les Congolais, ils ne mangent pas le coltan, ils ne mangent pas le diamant. Vous exploitez, ils continuent de manger des gorilles de la forêt. Vous n'exploitez pas, ils continuent de manger les gorilles de la forêt parce qu'ils n'ont rien d'autre en réalité. Alors si, finalement, on ne peut pas avoir un code qui permet à tout le monde de bien vivre,
il vaut mieux peut-être qu'on passe à autre chose. Si ça ne vous arrange pas, ben écoutez, les Africains doivent soutenir le régime congolais, quel que soit le président. Ça peut être Kabila, ça peut être n'importe qui d'autre. On doit les soutenir parce que le jour où le Congo se portera bien, toute l'Afrique subsaharienne, hors l'Afrique du Sud, sera une région véritablement épanouie. Justement, je me retourne vers toi, Jean Malambala. Le nouveau code entre en vigueur. Il fera certainement beaucoup de mal aux multinationales, on ne cesse de le répéter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une source aussi de préoccupation? Oui, c'est une source de préoccupation, mais il faut dire que le code minier qui arrive n'a pas pour intention de faire du mal aux multinationales. Vous savez très bien que les multinationales, elles investissent, elles sont dans le business, donc elles doivent faire du profit. Donc, le souci aujourd'hui du nouveau code et du gouvernement congolais, c'est d'essayer, comme l'a dit Caleb, de rétablir la justice entre le peuple congolais et ses exploitants industriels qui viennent exploiter les ressources naturelles chez eux, de manière à ce que le peuple congolais, comme le disait Idriss ici, puisse vivre heureusement, manger le gorille, ainsi de suite, mais puissent aussi développer leur pays, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, en réalité, ça ne devrait pas être une préoccupation. Si tant est que, si nous investissons $1 en termes $1 américain pour exploiter, nous devons récupérer le dollar et accepter que nous devons aussi faire un bénéfice qui est tout à fait raisonnable. Malheureusement, la situation est minée parce que, comme l'a évoqué Caleb, les contrats sont de telle sorte que des gens qui exploitent paupérise plutôt le Congo. Et donc, toute la ressource est exploitée, toute la ressource est vendue, mais le Congo reste avec pratiquement $0, si on peut le dire ainsi. Donc, aujourd'hui, le nouveau code qui a été promulgué en 2018 va dans le sens de pouvoir optimiser le partage des ressources exploitées. Ça veut dire que beaucoup de contrats sont sur le principe du partage des ressources. Donc, lorsque ces partages-là sont tout à fait justes, il faudrait que le Congo bénéficie de sa part et que les Congolais en bénéficient aussi. Il y a ce principe de la gestion transparente des revenus. Une fois que les ressources sont équitablement partagées, les revenus doivent aussi être équitablement gérés au niveau du gouvernement congolais, du système. Et l'autre principe, c'est l'utilisation efficiente. C'est-à-dire que la vision minière africaine aujourd'hui a ce souci dans le pilier du régime fiscal et la gestion des ressources, des revenus issus des ressources. Il faut que le partage soit transparent, équitable. Il faut que les revenus soient bien gérés. Et il faut qu'il y ait de l'équité. De manière à ce que aujourd'hui les Congolais puissent en bénéficier et qu'ils continuent à en bénéficier dans les générations à venir. Donc, le nouveau code ne devrait pas créer une préoccupation quant aux multinationales. Mais il faudrait tout simplement que les règles soient établies clairement de manière à ce que si j'ai investi $1, il faut que je rentre dans mon dollar et que j'ai un bénéfice qui me revient tout à fait légalement et légitimement. Disons que le nouveau code... Okay. Brièvement. Après, tu reprendras. Pour illustrer ce que Mbalambala vient de dire, il y a par exemple, on nous parle souvent des cours des matières premières. Le kilo de coltan sur le marché international est à $120. Mais ce n'est pas ce prix qui est appliqué. Je vais vous surprendre. Pour que le coltan sorte de la RDC, le kilo ne coûte que $6. Vous vous rendez compte? 2000% de bénéfices pour celui qui achète depuis la RDC. C'est ça. Même si on met les coûts d'exploitation. Voilà. C'est à ces genres de difficultés que la RDC est butée et que le code minier veut justement régler. Il y a par exemple la Gécamine dont René a parlé tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui à une production optimale de la Gécamine. La RDC n'a jamais produit autant de cuivre, mais la RDC n'a jamais aussi autant perdu à cause justement de ces contrats léonins qui ont été signés à un moment donné. Ce code est vraiment salutaire parce que ça permettra, si en plus on ajoute
des politiques sociales, de redistribution des richesses, ça peut profiter à la RDC. Ça, c'était un peu pour mettre de l'eau à ton moulin. René Bidias. Non, disons, c'était juste pour compléter. Ce code pose problème parce qu'il bouscule des habitudes établies depuis longtemps. Et c'est pour Et ça que surtout de gros bénéfices. des gros bénéfices. C'est pour ça que ça fait grincer des dents. Bon, disons que d'ailleurs, c'eût été étonnant que la RDC ne s'inscrive pas dans cette logique. Je crois que, comme il a dit, c'est une logique qui est entreprise en Afrique depuis pratiquement 2 ou 3 années. Et je crois que l'intérêt de la Chine pour les ressources naturelles africaines est en train de rebattre les cartes. Je crois que c'est le Niger qui avait sonné le tocsin avec la révision des contrats sur l'uranium. Ah, ça a été très difficile. Areva a obtenu son prix. C'était pas facile. Oui, c'était pas évident. Mais il y a eu des D'ailleurs, même l'Afrique du Sud a eu du mal à réviser. Les mêmes multinationales, parce que les multinationales, elles sont les mêmes. En Afrique du Sud, elles ont eu la tête de Jacob. Oui, de Jacob Zuma. On lui a collé des procès de corruption. D'accord, peut-être Zuma n'était pas un dirigeant très commode, mais il n'était pas moins commode que les autres. Non, c'est vrai. Je veux dire, du coup, on vous dit que tel dirigeant, il est corrompu. Attends, Kabila, c'est eux qui ont mis... ils étaient là quand Kabila a pris les rênes. Ça les arrangeait. Mais pourquoi aujourd'hui que Kabila veut à peu près rendre service à un peuple qu'il a dirigé, on estime qu'il est devenu non fréquentable. Franchement, ce code minier congolais était attendu depuis très longtemps. Et je te dis qu'il a été travaillé. Moi, je connais des gens qui ont travaillé dessus, qui ont discuté avec des artisans sur le terrain. On a fait des écoutes à gauche, à droite. Je connais des gars vraiment brillants qui ont bossé dessus parce que tout le monde, à un moment, s'est dit il faut que ça s'arrête. Mais, toujours comme c'est le cas, lorsqu'on est dans ce genre de dynamique, vous allez voir des experts d'autres pays, soit de l'Union, parce que les programmes s'entrechoquent là-bas. Il y a des programmes de l'Union européenne, il y a des programmes de la Banque mondiale, et parfois, vous voyez des experts de l'Union européenne être dans une logique et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il sait même de quoi on parle? Et le gars de la Banque mondiale n'est pas d'accord. Donc moi, j'ai assisté à des choses mais incroyables. Ça me tue parce qu'il y a vraiment des gens, des Congolais, des non-Congolais, qui travaillent dur pour que la richesse du Congo puisse bénéficier au Congo. Mais malheureusement, ce pays reste pauvre. Je veux dire, les populations de ce pays demeurent extrêmement pauvres, parmi les plus pauvres du monde. Je crois que ça devrait quand même... on ne devrait pas avoir peur de dire que si les multinationales ne sont pas contentes, qu'elles plient bagage et qu'elles partent. Parce que de toutes les façons, elles n'ont rien changé. Elles n'ont rien changé pour les populations de ce pays. Justement, une chose est certaine, elles ne partiront pas de si tôt et surtout de si facilement. Mais justement, le nouveau code minier a été engagé et ce sera peut-être le dernier point de ce programme. Le nouveau code est l'initiative en fait du gouvernement Kabila, qui est visiblement, si on en tient tout, si on se fie à tous les signaux, est sur la route de départ. Maintenant, quelle garantie en fait après Kabila? Le code minier, c'est une loi. Une loi qui peut se modifier. Bien sûr, mais qui va d'abord avoir ses effets. Et vous savez, il y a quelque chose de particulier qui existe en RDC, au-delà de tout ce qu'on entend sur les médias et tout ça. Le jeu parlementaire existe réellement. Malgré la majorité d'un certain parti, le contre-pouvoir du Parlement existe réellement. Et même à l'intérieur du Parlement, il y a beaucoup de débats, des vrais débats. Il y a des grands chocs. Modifier, si c'était aussi facile que ça, le président Kabila aurait modifié la Constitution. Par exemple. Il serait peut-être encore très à l'aise en train de se représenter. Ce n'est pas aussi facile qu'on nous le présente. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de présidents qui ont dit troisième mandat. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un homme de parole. Il faut comprendre le code opérationnel de chacun. Le président Kabila ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire que c'est un homme d'action. Il a un code opérationnel. Il a promis de respecter la Constitution, il l'a fait. Malgré ce que l'on va dire aujourd'hui, pression extérieure et tout ça, s'il décidait d'y rester, il serait resté. Primo, ce n'est pas facile, et secondo, ce n'était pas son ambition. Voilà donc ce que l'on peut dire par là. Ce code ne sera pas modifié du jour au lendemain, quel que soit le président qui viendra, parce que le Parlement congolais fonctionne réellement. Je vais vous raconter une anecdote qui existait à l'époque, en fait, qui existe jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait la mort de M. Laurent Désiré Kabila? Il racontait à qui voulait l'entendre.
c'est quelqu'un qui parlait au peuple comme un père. Il dit, quand j'arrive au pouvoir, j'ai reçu des gens dans mon bureau, il n'a pas cité leur nom. Ils me disent, écoute, voilà comment le Congo a toujours fonctionné. Ça sont des choses qu'on entendait sur la radio trottoir au Congo, en fait, on veut dire. Ce qui se disait dans les quartiers, si vous voulez. Je croyais que ce n'était pas vrai. Mais c'est le jour où Laurent Désiré Kabila en parle qu'on a compris que c'était sérieux. Il dit, écoutez, vous avez droit, ça ce sont les Occidentaux, ils viennent dire, écoutez, la RDC, regardez comment ça fonctionne, vous avez droit à 20% de vos richesses. Nous, on a 80%. Il dit non. Vous avez droit alors à 30%, il dit non. Les Occidentaux sont arrivés à 50-50, il dit non. Et là, il a relancé en disant, vous avez droit à 20%, je garde 80% pour la RDC. Le président Laurent Désiré Kabila est resté au pouvoir pendant 3 ans. 3 ans sans faire appel aux organisations financières internationales. Pas de FMI, pas de Banque mondiale. Ça a fait grincer des dents. Il a commencé cette réforme du code minier. Il y a des compagnies qui ont fermé, il y a des grandes entreprises qui ont fermé en Occident. En France, en Belgique, il y a des entreprises qui ont fermé. Il faut des personnes courageuses qui vont justement induire une autre dynamique. Et cela est possible. Si et seulement si, même en Afrique, comme je le vois aujourd'hui, c'est vrai que bon, c'est un peu en fait, moi je trouve ça même salutaire, sinon on aurait déjà eu une intervention occidentale à la RDC. Aujourd'hui, il y a l'Angola qui se veut comme interface. Donc, peu importe le pouvoir qui viendra après, il ne sera pas facile de modifier. D'ailleurs, j'appelle de tous mes voeux que cette élection ne puisse pas accoucher, ne soit pas une montagne qui accouche d'une souris, parce qu'il y a des choses que l'on perçoit à l'horizon. Bon, vous me permettrez de grader un peu. René Bidias. Oui, non, je pense que la question que vous posez pose effectivement la nécessité pour le Congo de produire de nouveaux hommes politiques. Il faut de nouveaux hommes politiques pour un nouveau leadership. Il faut de nouveaux hommes politiques qui sont conscients des enjeux et qui connaissent l'histoire politique de leur pays, qui sont conscients des enjeux, qui peuvent imaginer un système politique et même un système économique capable, n'est-ce pas, de permettre à ce pays de jouer le rôle des géants d'Afrique qui mérite de jouer au regard de ses potentialités. Donc il y a véritablement cette nécessité, pas seulement, et je pense humblement que le Congo n'a pas une fois de plus l'exclusivité de ce problème. Là, beaucoup de pays africains ont besoin de produire, n'est-ce pas, de nouveaux hommes politiques qui vont porter les ambitions, n'est-ce pas, les ambitions légitimes des pays africains, d'un pays comme la RDC, qui, au regard de ses potentialités, mérite effectivement d'être le pivot, le pivot même du continent africain. Moi, je pense que c'est vraiment la réponse à ce que vous dites, et c'est pour ça que ça peut susciter, n'est-ce pas, une sorte d'expectative quant à l'après Joseph Désiré Kabila. On ne va pas revenir, on ne va pas refaire le procès de la vieille garde, qui a connu les années 60, les années 70, parce que pour ma part, ça n'a pas grand sens. Il faut faire dans la prospective, il faut regarder devant. Il y a des dynamiques aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays qui sont en train de se mettre en place, qui permettent d'espérer, mais ces dynamiques doivent être accompagnées par la production de nouveaux hommes politiques, d'un nouveau leadership qui sera courageux et visionnaire, capable donc de porter les ambitions, n'est-ce pas, de ces pays-là. Voilà, je me retourne vers toi, Jean Balabala. Ça suppose donc que le succès économique de la RDC et surtout la meilleure gestion de ses ressources ne viendra donc pas seulement du nouveau code minier, mais aussi d'une nouvelle génération de politiques. Oui, c'est ce que nous pouvons dire à cette question, c'est-à-dire que le nouveau code porte espoir pour le peuple congolais et pour les Africains en général. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec le cas de l'uranium au Niger. Caleb l'a dit, le code, c'est une loi. Et c'est une loi, comme je le dis, qui vient régler un problème d'injustice dont a souffert le peuple congolais pendant longtemps. Et à cet égard, je pense que la nouvelle équipe qui va se mettre, la nouvelle gouvernance, la gouvernance qui va se mettre en place, ne peut d'ailleurs qu'en être, je dirais, fier de bénéficier d'un outil comme celui-là,
de manière à pouvoir conduire les affaires du pays dans le sens que tous les Congolais et les Africains souhaitent aujourd'hui. Donc, pour nous, ce serait dommage si on ferait éventuellement une marche en arrière. Mais au contraire, on encouragerait. Et c'est là où je voudrais interpeller des Africains que nous sommes. Et Idriss l'a dit, nous devons soutenir le peuple congolais, nous devons soutenir le gouvernement congolais. Interpeller des institutions telles que l'Union africaine, qui doivent véritablement mettre, si on est aujourd'hui dans ce que nous appelons l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui veut une autre Afrique que nous voulons tous, il faudrait que l'Union africaine puisse accompagner le peuple congolais dans la mouvance qui se situe aujourd'hui, de manière à ce que ce code minier pour lequel on a d'espoir, qui a commencé à donner un certain signal très fort en termes de réforme, en termes de changement, en termes de régulation, il faudrait que l'Union africaine puisse jouer franche, coudée, de manière à ce que les choses soient meilleures pour le Congolais demain. Idriss, ce sera peut-être le mot de la fin. Oui, vas-y. Non, je pense que ce code, il doit se vivre. Il doit se vivre parce qu'il est soutenu par un ensemble d'autres législations, non congolaises cette fois, mais des législations au Canada, des législations dans l'Union européenne, qui imposent aux entreprises de publier les dépenses significatives qu'elles ont réalisées dans les pays où elles ont des opérations. Donc, on ne pourra plus voir des entreprises multinationales faire des paiements de plus de 100 000 $ sans justifier à qui, comment et pourquoi ça a été fait. Et aux États-Unis, bien qu'il y ait eu une révision de la loi Dodd-Frank, notamment, il y avait une disposition qu'on appelle la 1504, 5004, qui demandait aux entreprises minières américaines ou utilisant le dollar ou cotées sur les marchés financiers américains de déclarer aussi les paiements significatifs, bien que Donald Trump ait obtenu qu'on enlève la résolution 1504, la résolution 1502 qui, elle, jette un regard sur les minerais de sang en République démocratique du Congo est restée. Et ça, c'est une excellente opportunité. Les Africains, les think tanks africains ne doivent pas rester les bras croisés et regarder. Allez sur les sites des marchés financiers américains. Vous avez la possibilité de scruter ce que ces multinationales font en Afrique, de les dénoncer chaque jour que c'est possible, jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne critique et qu'elles soient obligées soit de changer, soit peut-être de partir. Et je dirais qu'à titre d'exemple, on sort par là, un pays qui a bien joué avec cela, c'est le Tchad de mon ami, du président que j'aime beaucoup, Idriss Déby, qui a dit à Glencore, écoutez, je ne peux pas payer et vous ne pouvez pas m'obliger à payer. Ça a été des tractations énormes. Et grâce au FMI, que vous n'aimez pas beaucoup, mais le FMI a dit, vous pouvez pas continuer à matraquer un pays comme le Tchad, vous ne pouvez pas les mettre dans des situations compliquées. Et Idriss Déby a eu une victoire historique sur Glencore. La RDC peut avoir la même victoire historique. Merci beaucoup Idriss, merci beaucoup Caleb Salambi, merci René Bidias et merci Jean Balabala, merci à vous à la maison. C'est ici que prend fin cette édition de l'Intelligence du Monde, la série, en tout cas l'édition consacrée à la République démocratique du Congo. La série n'est pas ouverte, elle continue et la semaine prochaine nous aborderons un autre pays.